Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau plateau pour un premier Narbonnez-vous l'émission. Au sommaire du rugby avec Audrey Subra qui recevra Jean-Louis Cosinus, organisateur notamment du championnat du monde des moins de 20 ans. Puis nous parlerons de développement durable avec Xavier Bellard avec une petite rétrospective de la semaine qui vient de lui être consacrée. Angélique Petro recevra la propriétaire d'un bar à chat et Mezzo, son chat ronron thérapeute. Les collections de nos musées se déplacent. Avec la prochaine ouverture de Narbovia, nous recevrons Laure Barthé, conservateur du patrimoine. Place ensuite à la gourmandise avec la recette de la tarte narbonnaise. Enfin, le live avec Natis, notre prodige narbonnais qui fait désormais partie de l'équipe d'Universal. Narbonne et vous, l'émission, c'est parti. Ah, c'est excellent! Oui, c'est ce qu'on dit. C'est sûrement la plus sportive d'entre nous. Audrey Subra va nous parler de rugby. Tout de suite, Tempérament Sport. Bonjour Audrey, vous jouez au rugby? Non, je ne joue pas au rugby, mais aujourd'hui nous allons recevoir Jean-Louis Cosinus, président de l'association Racing Club Narbonne-Méditerranée. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc nous sommes allés rôder au bord des terrains de rugby, mais nous avons vu que le rugby se déclinait aussi au féminin. On regarde. Ce que j'aime surtout, c'est l'esprit copine qu'il peut y avoir autour du rugby. L'ambiance qu'il y a au rugby, voilà. Encore plus que le jeu. On est vraiment une famille, en dehors comme à l'extérieur du terrain. Sur le terrain, c'est vraiment ce qui prime dans ce sport-là. On peut dire que vraiment on a à cœur de porter ses couleurs et on joue vraiment pour l'amour du maillot et on essaie de porter fièrement ses couleurs orange et noir. Je suis très attachée à l'équipe de Narbonne, sachant que j'ai commencé jeune là-bas. On connaît tout le staff parce que même le staff des seniors, ils nous accompagnent en cadette et tout ça. Donc, et puis la bande de copines, quoi. C'est avant tout ça et voilà. Et avec les féminines, on sait où on va. C'est-à-dire qu'il y a le respect. Il y a surtout aussi tout ce qui est lié à vouloir toujours apprendre. Et les filles apprennent beaucoup et écoutent beaucoup. Elles sont allées chercher ce titre championnat de France qui est non négligeable quand on est un joueur de rugby ou une joueuse de rugby. Donc Jean-Louis Cosinus, nous venons de voir les filles, une belle équipe sur Narbonne, mais aussi un beau vivier au niveau de l'école de rugby peut-être? Oui, bon, déjà sur le reportage, déjà surpris par l'application et la concentration de mes joueuses, parce que c'est le premier réflexe que l'on a quand on regarde des filles qui s'entraînent, et puis aussi par les messages qu'elles ont diffusés, quoi. Notamment 3 messages forts, j'ai entendu: esprit, état d'esprit, famille, couleur. Donc ça, c'est des mots qui sont forts et des valeurs que, bien sûr, sur lesquelles on souhaite s'appuyer pour la suite de ce club, quoi. Et puis elles ont la gagne. Ah, la gagne, c'est quelque chose qu'on inculque quand même depuis le tout jeune âge. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas échappé à cette culture, à cette éducation. Puisque l'année dernière, elles ont fait un excellent résultat, déjà une accession à la 2e division du rugby féminin. Ça, c'est un premier objectif, avec un titre à la clé. Un titre de champion de France, c'est quand même c'est pas simple. Cette année, l'équipe Espoir réserve à 7 vice-champion de France. Et l'équipe minime filles a réussi à se qualifier pour les championnats de France donc, de technique. Ils ont fini 5e au niveau national. Voilà. Donc dans toutes les catégories, on inclut quand même le plaisir, mais aussi le désir de gagner. Donc vous parlez de toutes les catégories, donc effectivement ça commence dès le plus jeune âge, même pour les filles au niveau de l'école de rugby. C'était pas un projet opportuniste, quoi. Le rugby féminin, ce qui est important, c'est dans la lignée de toute la politique que l'on met en place. C'est un projet à long terme de construction, donc ça part la formation forcément. Alors même si on a démarré par une équipe senior qui a été la locomotive de ce projet, aujourd'hui il y a quatre catégories: une équipe minime, école de rugby, les toutes jeunes, une équipe cadette, une équipe réserve espoir et une équipe senior. Donc aujourd'hui aussi, donc on parle des féminines, mais on a sur Narbonne quand même le championnat du monde des moins de 20 ans. Oui. Et oui, on a eu ce grand honneur, hein, de recevoir un championnat du monde.
Je ne crois pas d'ici 40 ans ou 50 ans on est un championnat du monde à Narbonne, et là aussi c'est quand même c'est exceptionnel. Donc c'est une grosse manifestation. Ce championnat est en train de monter en puissance, puisque je dis ce sera le dernier match des phases qualificatives. Ça sera un match décisif et il va falloir pousser derrière la France, puisque la première place est en jeu. Et la première place, c'est peut-être ne pas rencontrer les Blacks en demi-finale. Donc de beaux matchs en perspective. Un très bon match en perspective. Oui. Ben écoutez, merci Jean-Louis Cosinus et bonne continuation dans tout ce que vous faites pour le rugby et notre terre de rugby. Merci beaucoup. Merci. Il a plusieurs casquettes et croyez-moi, elles sont toutes belles. Depuis le début de son mandat, il s'implique corps et âme dans le développement durable. Xavier Bellard est l'invité de Laurence Blasco. Laurence Blasco, Xavier Bellard, merci beaucoup d'être venu ici pour parler de ce sujet particulièrement d'actualité qui est le développement durable. Je vous présente donc Xavier Bellard. Il est agriculteur, viticulteur et maraîcher, conseiller municipal depuis 2014, chargé du développement durable, de l'agriculture, de la viticulture et également référent OAL. Il est administrateur à la cave coopérative d'Ouveillan, vice-président du syndicat du Delta de l'Aude et puis vice-président du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. Et avant de passer aux questions, nous allons regarder un reportage sur l'édition 2018 à Narbonne de la Semaine européenne du développement durable. Alors aujourd'hui, on organise une disco-soupe. Le principe de la disco-soupe, c'est de récupérer des denrées qui sont abîmées ou qui vont être jetées et de proposer un atelier cuisine et de partager ensuite le repas tous ensemble avec ces denrées-là. C'est excellent, c'est une bonne idée, ouais. Moi je trouve ça très bien. En plus cette place, je fais un petit appel à la mairie, il faut faire des fêtes ici parce que c'est vraiment un lieu idéal pour le faire. Et autrement la salade, elle est bonne puisque c'est moi qui l'ai faite. La semaine de développement durable, c'est une semaine, mais l'action, elle doit être toute l'année. Gaël à Narbonne-Plage avec les chemins botaniques, avec les cendriers pour plage, à Narbonne avec le nettoyage de nos espaces verts, de notre proximité immédiate. Chacun doit avoir le geste. Le tri sélectif, comme on est en train de le proposer au Halles et comme les Narbonnais y sont habitués, mais également ramasser ce que les personnes qui ne sont pas des véritables citoyens pour la planète ne font pas. Notre planète, on n'en a qu'une. Apprenons à la respecter et surtout apprenons à nos enfants à avoir un bel avenir, au meilleur. Nous avons participé pendant 2 ans sur la semaine développement durable portée par la mairie. Et cette année, donc, nous renouvelons cet événement avec une idée qui est de trouver des bénévoles pour former une brigade Planète Mon Ami. À l'issue de la 4e édition donc, de cette manifestation et à travers le prisme de vos engagements, comment voyez-vous évoluer les questions liées au développement durable sur notre territoire, Xavier Bellard? Je suis élu à la ville de Narbonne et au développement durable. Et effectivement, on vient de passer une semaine du développement durable, une très grosse semaine, puisqu'il y avait 40 actions sur cette semaine. Et on a pu se rendre compte qu'il y avait encore des choses à faire. On s'est engagé au niveau des commerçants des Halles à essayer de faire un tri sélectif qui ne se faisait pas. On a aussi pu s'apercevoir qu'il y avait des associations qui œuvraient pour pouvoir éviter le gaspillage alimentaire. Il y a eu une disco-soupe qui s'est passée sur la place du Forum, où c'est qu'on a invité un repas partagé et on s'est aperçu que même avec des invendus, on pouvait faire quelque chose et on pouvait donner à manger à des personnes qui étaient peut-être dans des situations précaires. Aujourd'hui, notre engagement
au niveau de la ville, c'est essayer de rentrer dans tous les services de la ville. C'est pouvoir mettre le développement durable à toutes les actions qui vont être menées sur la ville. De par ma profession aussi, je tire le constat qu'il faut qu'on a changé notre façon de cultiver. Je suis arrivé à l'âge de 14 ans dans le métier. C'était un métier où on travaillait avec les bras, où on travaillait avec des outils. Et petit à petit, on a dérivé. On est parti avec des désherbants, on est parti avec des produits. On nous a fait passer des produits en nous invoquant qu'on allait gagner plus d'argent, qu'on allait produire davantage et qu'on allait pouvoir... et aujourd'hui, le constat, il est là. Et j'agis. On part sur une agriculture qui est raisonnée, sur mon exploitation. On a changé notre comportement et je souhaite que tout le monde change. Alors, je suis aussi engagé au sein de la cave coopérative des vignerons du Narbonnais. Et effectivement, là aussi, les jeunes qui sont rentrés dans le conseil d'administration aujourd'hui ont envie de faire évoluer. Et aujourd'hui, on parle du bio. Et cette année, la cave coopérative engage 50 hectares. Sur le plateau du 14, à proximité de la ville, un poumon vert de la ville, nous avons une centaine d'hectares de vignes qui sont passés en bio, avec de la confusion sexuelle, plus de pesticides à l'intérieur de ces vignes, et aussi des nouvelles pratiques, avec des engrais verts qui sont semés au centre, et petit à petit, on va avoir à proximité de la ville un vignoble qui sera tout à fait bio. Bon, on parle de recyclage, de développement durable, mais justement, j'ai sur le plateau ce décor, des carlingueuses que vous connaissez, c'est du carton. Elle se qualifie elle-même de transformatrice de déchets. Qu'en pensez-vous? Alors j'ai eu effectivement dimanche dernier l'occasion, je les connaissais déjà puisqu'on assistait régulièrement à des réunions, j'ai eu l'occasion de les rencontrer et c'est des filles qui sont formidables. Elles font des meubles avec du carton, elles recyclent. C'est quelque chose d'exceptionnel et qui est très design. Tout à fait. Qui est quelque chose qui est très joli, qui est très sympathique. Très amusant. J'ai une petite surprise pour vous, Xavier. Nous avons consulté un jardinier lors de Festivardin, justement vous y étiez, qui va nous donner des conseils pour tout ce qu'il faut faire en ce début du mois de juin. Alors surtout, il ne faut pas rater toutes les plantations de tomates, d'aubergines et de poivrons. Tout ça, il faut que ce soit déjà mis en place, que tout soit prêt. Et surtout, alors, ce que je dis, il faut les arroser. Mais avant de les arroser, il faut les biner. Ma mère, qui était une maraîchère, qui a toujours été maraîchère, et mon grand-père et tout, ont mené une activité de maraîchage, disait tout le temps, un bon binage vaut 2 arrosages. Donc ça veut dire quelque part que plus on va travailler son jardin et moins on aura à arroser. Donc je conseille tout le monde de biner son jardin. Biner, biner, biner. Alors c'est Jean-Louis Tesser, vous le connaissez bien, le président des petits jardins de la Lécune, vous connaissez bien ces parcelles. Ces jardiniers sont-ils de bons élèves? Effectivement, je connais très bien Jean-Louis et d'autres présidents d'associations de jardiniers, puisque tout autour de Narbonne, il y a des jardins familiaux. Aujourd'hui, effectivement, ce sont des jardiniers amateurs, mais qui ont déjà franchi le pas. Et on sait qu'ils font très attention à l'économie de l'eau, aux produits qui passent. C'est de la consommation pratiquement personnelle qu'ils font pour la famille, pour les enfants. Donc ils sont très conscients que aujourd'hui, moins ils passent de pesticides. Ils travaillent différemment. Entre les tomates, ils plantent des soucis pour pouvoir éviter les pucerons et éviter de passer des pesticides. Et c'est des exemples. Moi, je suis toujours très fier quand je les rencontre, parce que c'est des personnes qui s'impliquent énormément et qui essayent de donner un cadre de vie agréable autour de Narbonne. Tout à fait. Concernant l'agriculture biologique, la ville a-t-elle des projets, Xavier Bellard? Bien sûr, on est en train d'étudier, on a derrière Espace Liberté un parc de 14-15 hectares de terre, et effectivement on est en train de réfléchir pour pouvoir que ces terrains servent de support pour le lycée Martin Luther King, pour des jeunes qui, puisque c'est un lycée qui n'a pas de terre,
et qui permettrait à des jeunes de pouvoir connaître le maraîchage, ouvrir une nouvelle section, mais aussi apprendre aussi à faire de la réinsertion, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de rentrer dans ce métier de l'agriculture et qui ont envie d'apprendre, et autant les apprendre dans la biologie, dans le biologique, mais aussi c'est un endroit où c'est qu'on va créer des nouveaux jardins familiaux, puisqu'on est en demande sur la ville. Vous aimez les animaux, Xavier Bellard? J'adore les animaux. Vous aimez les animaux. Ça tombe bien. Des chiens en formation pour devenir des héros, des chats qui ronronnent dans un bar, dont un est invité ici. C'est la rubrique Animaux. Angélique Petros, c'est un plaisir de vous recevoir et aussi de recevoir vos invités. Oui, je reçois aujourd'hui Barbara Garcia, l'heureuse propriétaire d'un bar à chats, l'univers de Kama. Et nous avons un invité très spécial, Muezzo, le ronron thérapeute. Mais avant, nous sommes allés rencontrer des héros à quatre pattes. On regarde. Je m'appelle Emmanuel Sanchez, je suis le président de l'association Chiens Sauveteurs Sans Frontières, qui est basée à Narbonne. Et nous sommes spécifiques à la recherche de personnes égarées, disparues et ensevelies. Donc nous avons ici un petit terrain qui nous sert à l'entraînement des chiens de catastrophe. Et ensuite, nous partons sur la commune, sur Montplaisir ou aux alentours de Narbonne pour aller faire la formation de chiens de personnes égarées, ce que souvent les personnes entendent comme chiens de piste. Pour le chien, il faut que ce soit un chien joueur. Il faut qu'il aime jouer, il faut qu'il aime son jouet, un jouet en particulier. Voilà. Et s'il aime son jouet, on arrive à lui faire pratiquement tout ce que l'on veut. Je me suis très vite aperçu que c'était une chienne qui était je pense, très intelligente, qui comprend très vite ce qu'on lui demande sans qu'on lui demande. Elle le ressent. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai contacté l'association, parce que je me suis dit, ça c'est un chien qui devrait être capable de faire des choses, de belles choses. Tu cherches. Je suis fusionnelle avec mes deux chiens. Mais c'est ça, on ne peut pas faire ce genre d'activité si on n'a pas une excellente relation, une excellente compréhension et une complicité avec le chien. Surtout, pouvoir participer à une intervention réelle et retrouver une personne et rendre le sourire à une famille. Alors, Barbara, est-ce qu'il y a des chats qui sont des héros aussi? Oui, tout à fait. Les chats sont aussi capables de donner leur vie pour sauver des vies humaines. J'ai un exemple particulièrement éloquent que j'ai personnellement connu, un chaton qu'on avait donné à une famille qui avait un enfant de 9 ans. Ce chaton, 3 mois, une semaine après, il était dans le lit du gamin. Et les parents sont partis chez des amis. Il y a eu un court-circuit qui a déclenché un incendie dans la maison. Et c'est le chaton de 3 mois qui a réveillé l'enfant, qui l'a guidé vers la porte d'entrée. Et il vit toujours avec eux à l'heure actuelle. Ils l'ont renommé Salvador. Ah, c'est beau. Personnellement, j'ai moi-même aussi une chatte qui m'a sauvé la vie 2 fois en me guidant vers la gazinière parce qu'il y avait des fuites de gaz. Donc des exemples, il y en a beaucoup et les chats sont aussi très attachés à leur maître. J'ai testé pour vous justement le bar à chats. Et lors d'un déjeuner, 6 chats sont venus autour de nous et c'était très apaisant. Sont-ils bons pour notre santé? Les bienfaits du chat sur la santé sont connus depuis longtemps maintenant. Ils sont prouvés en termes d'amélioration de l'immunité et de baisse du rythme cardiovasculaire. Le ronronnement, c'est une vibration de basse fréquence, 25-50 Hz, et il fait baisser le rythme cardiaque. Il a une action bénéfique sur les peurs, les anxiétés, les insomnies et la réparation osseuse également. Donc c'est Jean-Yves Gaucher, un vétérinaire français, qui a introduit ce terme-là et ça a été prouvé scientifiquement. Alors chez vous, c'est très agréable, on arrive, les chats sont autour de nous, on boit un thé, on peut manger aussi, c'est très agréable. Mais aussi vous recevez des associations comme notamment d'initiation à la langue des signes. C'est très intéressant, ce qui se passe chez vous. Tout à fait. J'ai en effet voulu créer un lieu qui permettait la communication, le partage. Et c'est pour ça que le chat est vecteur de communication. Les animaux, de manière générale, sont vecteurs de communication.
C'est pour ça que j'ai créé l'univers de Kama en multipliant les événements. Même si j'ai un peu levé le pied ces derniers mois sur le nombre d'événements, je continue donc à organiser tous les mardis soirs des initiations à la langue des signes et d'autres événements qui peuvent être ludiques, qui peuvent être de bien-être, comme les massages un vendredi sur 2, et qui peuvent être culturels, comme par exemple les ateliers confiance en soi. Le prochain étant prévu samedi 16 juin prochain. Et donc ces moments-là permettent en effet une symbiose entre les participants aux ateliers et les chats qui sont toujours présents autour de vous, comme vous avez pu le constater. Rapidement, quelle est l'histoire de Mezzo? On voit qu'il il manque une petite patte. Oui. Mezzo, je pense qu'il a eu une vie heureuse, mais on l'a trouvé perdu dans le parking de casino. Et on l'a trouvé comme ça, il avait été opéré par un vétérinaire et castré. Donc c'est un chat dont on s'est occupé et du coup il a trouvé sa place et la meilleure qu'il soit au bar à chat parce que c'est vraiment un chat qui est heureux de voir les gens, de voir les clients, de ronronner auprès d'eux. Mais écoutez, moi je vous conseille vivement d'aller rencontrer Barbara et ses chats à Narbonne, au bar à chat. Vous aurez de toute façon les coordonnées de tous nos invités en fin d'émission. En attendant, on va changer de sujet. Il est le seul garçon de notre petite équipe. Christophe Cabrier nous invite maintenant au musée dans sa chronique Patrimoine. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Christophe Cabrier, les musées, c'est le moins qu'on puisse dire, déménagent actuellement à Narbonne. Oui, nous allons parler aujourd'hui patrimoine et tourisme. J'accueille Laure Barthé. Bonjour. Bonjour, Laure, directrice du patrimoine, conservateur des musées et monuments historiques, qui va nous parler notamment des grands challenges à venir. Auparavant, nous allons écouter Yves Penet, adjoint au maire délégué à la culture et au patrimoine, au sujet des projets du rayonnement touristique de Narbonne. On regarde. Narbonne, ville d'art et d'histoire, monumentale Narbonne, sont vraiment le fleuron de cette ville au niveau touristique. Ce passage de l'Ancre, pris entre le Palais Neuf et le Palais Vieux, représente le monumental médiéval de la ville de Narbonne. Un monumental médiéval qui va être mis à l'honneur par le nouveau PSC, le projet scientifique et culturel, puisque Narbovia, le musée de la romanité qui va bientôt sortir de terre, va traiter de tout ce qui est romanité à Narbonne. Nous devions de mettre en avant toutes ces œuvres magnifiques, ces dizaines de milliers d'œuvres que possède dans ses réserves la ville de Narbonne, rebaptiser les musées en palais musée des archevêques, comme il l'était à l'origine. Le tourisme est très important à Narbonne, puisque en 2017, 1,3 million de touristes se sont déplacés, ont visité, que ce soit des excursionnistes ou des touristes, dans la ville de Narbonne, qui représente à peu près des retombées économiques de 23 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable pour l'économie indirecte de notre département, surtout de la Narbonnaise. Laure Barthé, Narbonne possède un ensemble monumental exceptionnel. Palais, musée des archevêques et cathédrales. Qu'est-ce que cela représente au niveau touristique et quels sont les projets à venir? Narbonne peut s'enorgueillir d'un passé que l'on peut dire multiséculaire. Plus de 2000 ans d'histoire. Narbonne, capitale romaine bien sûr, tout le monde connaît cet épisode fabuleux, mais surtout, ai-je envie de dire, Narbonne médiévale, grande cité du Midi médiéval, dont il nous reste aujourd'hui la parure monumentale, cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur, et ce magnifique palais des archevêques, palais vieux, palais neuf, passage de l'Ancre. Ça c'est exceptionnel, évidemment en Narbonnais. C'est exceptionnel aussi en Occitanie, puisque nous avons toutes les composantes, le palais, la cathédrale. Et donc il y a des liens très forts avec Carcassonne, bien sûr, l'abbaye de Fontfroide et toutes les autres citadelles médiévales de la région. Alors, vous l'avez dit, notre spécificité, c'est que nous avons un palais-musée, donc un monument-musée. Et donc, nous avons le projet de remanier complètement le parcours permanent. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a un musée tout neuf qui va surgir de terre bientôt, le musée Narbovia, dédié spécifiquement à la période antique, à la période romaine. Il se trouve qu'au Palais-Musée, nous avons 45 000 œuvres qui ne sont pas antiques, et dont une certaine partie d'œuvres médiévales. Donc l'objectif pour nous, qui prendra bien sûr plusieurs années, c'est de repenser complètement le parcours et la présentation des collections au sein même du Palais-Musée, autour de 4 axes scientifiques et culturels, donc de la période en fait préhistorique jusqu'à la période moderne et contemporaine, en insistant particulièrement sur les grandes heures médiévales de Narbonne. Les collections du Palais sont en effet, j'ai compris, d'une grande richesse. Il y a une œuvre exceptionnelle, le gisant d'El Gayet, qui va être à nouveau présenté au public. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et qui était cette dame à Gayet?
C'est un bon exemple parce que c'est assez symptomatique de ces collections médiévales très riches mais qui ont été oubliées du grand public. Ce gisant d'Algaïette, donc qui était la belle-fille du vicomte de Narbonne Amalric Ier, donc une dame, dirons-nous, de haute noblesse, fille du comte de Rodez, morte en 1274, eh bien ce gisant nous l'avons conservé. Il a été trouvé en 1933, en fait, pas très loin d'ici, à côté des Halles, rue Baptiste-Limousin, lors du creusement d'une tranchée, en fait, de tout à l'égout. Il a été porté au Palais Musée des Archevêques à l'époque. Il a connu diverses fortunes au sein du palais, ce gisant, jusqu'à être présenté salle du Pilier, une très belle salle, mais qui est fermée au public, qui n'est pas visible, et ce depuis plusieurs décennies. Avec ce nouveau projet scientifique et culturel, l'idée, l'objectif, c'est de faire ressurgir toutes ces belles collections médiévales et de précisément les donner à voir. Et donc ce gisant est tout à fait emblématique du projet que nous menons. Donc très très beau gisant, très précoce, fin 13e, alors que les gisants dans le Midi, c'est plutôt début 14e siècle, une très belle femme dans un très bel habit de cour, donc c'est très fin, très bien sculpté, avec toute une inscription en fait dédicatoire sur les bords. Donc c'est, je dirais, intrinsèquement un objet intéressant, et en plus ça permettra, je l'espère, de montrer aux Narbonnais et à nos visiteurs venus d'ailleurs la richesse, encore une fois, de cet épisode médiéval à Narbonne. Moi je n'ai pas osé vous interrompre, j'ai bu vos paroles, donc je n'ai pas posé de questions, je vous ai laissé tout seul. On va changer de sujet. Est-ce que vous êtes gourmande? Oh, bien sûr, je suis occitane, donc forcément gourmande. Bah écoutez, c'est parfait. Alors ne partez pas. Jade Pellussier a planté ses caméras dans la cuisine de Charlotte. C'est Narbonne en cocotte. Bonjour Jade, elle est plutôt sympa votre rubrique. Bah écoutez, je me promène de cuisine en cuisine et moi ça me va très bien. D'ailleurs, nous allons aller chez Charlotte qui va nous faire découvrir la fameuse recette de la tarte narbonnaise à vos stylos. Et si vous n'en avez pas, la recette sera sur notre site. On regarde. Alors donc nous voici avec Charlotte et nous allons donc découvrir cette fameuse recette de la tarte narbonnaise. La tarte narbonnaise. Il faut 3 œufs, 100 g de poudre d'amande que j'ai fait un petit peu torréfier hier parce qu'il faut la refroidir parce que quand tu l'as fait torréfier, elle est plus parfumée. D'accord. Hein? Autant de sucre. Moi, j'y ajoute 1 ou 2 petites cuillères d'amandes amères pour augmenter le goût des amandes. Hein? Donc, tu la piques bien partout. Alors, il faut la remettre une dizaine de minutes au réfrigérateur. D'accord. Ah, au réfrigérateur, d'accord. Pour qu'elle durcisse. Okay. Et pendant ce temps-là, on va faire la crème. 3 œufs. 100 g de sucre. Alors, tu peux y mettre soit du sucre raffiné comme ça, ou du sucre genre cassonade, du sucre de canne. Ouais, ça, c'est selon les goûts. Voilà. Et là, il suffit de faire tourner pour que ça fasse une belle pâte. Ça fait une belle crème déjà. Donc là, on va y ajouter la crème fraîche. D'accord. Il n'y a plus qu'à ajouter la poudre d'amande. La poudre d'amande. Donc tu vois, c'est très rapide. Oui. Voilà. Surtout avec le robot. Ah oui, tu vois, tu rajoutes les 100 grammes ou 110 grammes, c'est pas 10 grammes près de poudre d'amande. Et encore un petit coup de robot. Donc il suffit de la verser. C'est notre crème. Qu'est-ce que c'est beau. Là, je vais la mettre un petit peu. 10 minutes. Saupoudrer la tarte de pignon, ou pas, plus exactement parsemer la tarte de pignon. Et on va continuer la cuisson pour 40 minutes à peu près. Pour 40 minutes. Normalement, elle sera bonne. C'est cuit. Magnifique. Voilà, bon appétit. Merci. J'arrive. Alors vu que je n'ai pas d'invité, je me suis dit que vous préféreriez goûter ma tarte. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est vous qui l'avez faite. Tout à fait. Il suffit de suivre scrupuleusement la recette de Charlotte. Et tout se passe bien, enfin normalement j'espère. Bon, j'espère qu'elle sera bonne parce qu'on va la goûter en fin d'émission. Pendant qu'on la découpe et avant le live, je tiens à remercier Alexia Carmona, une autre artiste narbonnaise qui nous a prêté une de ses œuvres tirée de sa nouvelle collection Empreinte. Son matériau de prédilection, le fil de fer. Allez donc visiter son atelier, il y a des oiseaux, des lustres sublimes, enfin vous verrez.
Sourire lumineux, petit borsalino sur la tête, il commence à s'imposer sur les scènes de l'Hexagone. Repéré par des producteurs, il fait désormais partie de la prestigieuse maison de disques Universal. Il présentera les chansons de son prochain album au public du festival Barque-en-Seine le 24 août prochain. En attendant, il est chez nous. Accompagné de Hugo du groupe Echo Echo, il nous interprète Comptez les moutons. Natis, c'est à vous pour le live. Bonjour Natis. Bonjour. Merci d'être resté en notre compagnie. Vous aurez bientôt de nos nouvelles car nous allons suivre toutes les animations de l'été et croyez-moi, il y en a. Au revoir et à bientôt. Je passe toutes mes nuits à compter les moutons. Je fais que des insomnies, j'attends ton message. C'est lent, du mal à m'endormir. Je fais qu'annuler avec mon fait. Je me fais des films sur toi, oui je me fais mon cinéma. Je n'endors pas, je n'arrête plus, non, non, de compter les moutons. 1, 2, 3 jusqu'au million. T'es mon totem, mon obsession. T'es dans ma tête, tu tournes en rond. Je fais que compter les moutons. 1, 2, 3 jusqu'au million. Pour m'endormir c'est la mission. Et dans mon lit je tourne en rond en comptant les moutons. Tap, ta-da-da, tap, ta-da-da. Avec moi les choristes. 3, 2, 1, 0. Tap.